Passer la parole à Raphaël Leburja depuis la Syrie qui va nous témoigner de la situation telle qu'il la vit directement sur le terrain. Je pense que ce sera plus intéressant de le faire de cette manière-là et ensuite de pouvoir avoir un échange avec les autres intervenants. Raphaël, vous avez la parole. Merci déjà de me donner la parole et surtout, j'espère rapporter comme je peux au mieux la situation. Merci aux organisateurs, encore une fois, de m'avoir invité. Merci aussi aux militants des droits de l'homme qui ont permis à cette intervention d'avoir lieu et qui, j'espère, contribuera à éclaircir votre point de vue sur la question. Alors, tout d'abord, je pense qu'il est important de rappeler que les Kurdes, les populations kurdes qui étaient ici étaient les autorités auxquelles elles sont liées, avaient été en première ligne dans la lutte contre Daesh et que aujourd'hui, justement, par rapport à cet incompréhensible retrait américain, il faut souligner que les fortifications, notamment kurdes, une semaine avant, même quelques jours avant l'assaut des Turcs, étaient démantelées en accord avec les États-Unis. Ce qui fait que aujourd'hui, notamment dans la population, il y a un ressenti extrêmement fort en fait contre l'OTAN ou l'Occident qui laisse faire, mais qui en plus ils considèrent comme complices puisqu'ils ont aidé à démanteler les fortifications quelques jours même avant l'assaut turc et l'abandon américain. Dans ce cadre-là, en fait, j'étais depuis le début sur place, depuis le début de l'offensive. En fait, j'étais arrivé avant l'offensive et donc en fait, depuis un mois, je vis au quotidien ce qui se passe sur le terrain. Alors d'abord, en fait, l'offensive a été une espèce de déflagration généralisée sur toute la frontière. J'ai moi-même failli devoir partir parce qu'il y avait des combats en fait sur toutes les villes frontalières ou aux alentours, ce qui a déclenché des vagues de départ extrêmement massifs que les autorités ont dû organiser en urgence. Une partie un peu sont revenues depuis parce que ça s'est calmé dans certains endroits, mais globalement la situation est extrêmement difficile puisque comme ça a été rappelé au début par la commission, par la présidente, aujourd'hui, il n'y a pas d'aide humanitaire qui arrive comme il faudrait, parce que les ONG tout simplement ont évacué. Ce qui fait que quand je suis allé sur place, voir des réfugiés ou même par rapport à la situation que j'ai eue dans les camps, il y a des problèmes par exemple de malnutrition avec les enfants qui aujourd'hui sont dans des situations extrêmement délicates. Au niveau pour vivre, ils ont des problèmes alimentaires, mais pas seulement, des gros problèmes de maladies qui se répandent, puisque les autorités qui par ailleurs avaient déjà en charge un très grand nombre de réfugiés avant même cette offensive, se sont retrouvés donc encore plus démunis avec encore moins de moyens. Ce qui est aussi extrêmement frappant, c'est que sur place, en fait, l'armée turque et ses supplétifs, qui sont issus d'islamistes principalement recyclés du côté de Daesh ou d'Al-Qaïda, ont également mené à de très très nombreuses en fait violations des droits de l'homme sur place. Moi-même, en fait, par ailleurs, j'ai été témoin, par exemple, de bombardements indiscriminés. Il y a 2 jours à peine, j'étais dans une localité kurde et chrétienne qui s'appelle Tel Tamer, et au moment où je sortais en fait de la ville avec un collègue journaliste, on a été presque bombardé à 30 mètres, alors que là où on était, il n'y avait pas de combattants, il n'y avait rien en fait d'objectifs militaires. Donc il y a une pratique comme ça de la terreur de bombardement. J'ai été également à Kamishlo, en fait, où au début du conflit, il y avait énormément de bombardements aériens, sur lequel, en fait, pareil, on trouvait un très grand nombre de civils qui étaient sur place. Selon les autorités, il y a plus de 250 civils qui ont été tués depuis le début de l'attaque turque. Et toujours dans ce cadre-là,
Les blessés également arrivent en nombre. Je crois qu'on en est à plus de 2000. Et on a 200 à 250 000 personnes menacées. Il y a aussi d'autres choses qu'on pourrait ajouter et mentionner, c'est qu'il y a eu également des bombardements de stations d'eau comme celle d'Alouk, où ce qui a fait qu'à cause de la rupture d'approvisionnement d'eau, des centaines de milliers de personnes, 750 000 selon les autorités locales, se sont retrouvées en difficulté pour accéder à de l'eau potable, ou en tout cas étaient menacées de ne pas avoir d'eau potable. Les mêmes D'ailleurs, milices djihadistes viennent de saccager des lieux de culte d'ailleurs chrétiens. Excusez-moi si mon intervention est un peu décousue, mais ça vient un peu comme ça. Donc il y avait actuellement il y a aussi un objectif de nettoyage ethnique, hein, je pense qui est important. C'est-à-dire qu'Erdogan, par exemple, a récemment déclaré que les Kurdes n'avaient pas vocation à vivre dans ces zones là où il veut intervenir en fait, et que les Arabes y étaient mieux accoutumés, soi-disant parce que c'était désertique. Il y a même un responsable américain qui a dans une note déclaré que c'est une opération de nettoyage ethnique préméditée. Et ce qui se passe, c'est que pour ça, en fait, les Turcs répandent la terreur avec leurs supplétifs pour faire fuir les zones. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Bon, déjà, il y a des pillages généralisés dans 2 villes qu'ils occupent actuellement, comme Sérékaniye et Tel Abyad. Ils marquent certaines maisons en arabe avec le terme marqué réservé dessus, c'est-à-dire que en fait, ils exproprient en fait les propriétés et les livrent à des familles principalement islamistes en fait issues des milices en question qui combattent les unités kurdes sur place, les forces démocratiques syriennes, qui, je rappelle, sont encore une fois nos alliés contre Daesh. Hein, donc c'est pas n'importe quel combattant qui sont victimes de ça. Population. Il y a eu également l'enlèvement d'ambulanciers. Du Croissant Rouge, dont plusieurs ont été exécutés sommairement. Il y a également des prisonniers de guerre, en fait, des forces démocratiques syriennes qui ont été exécutés dans ce cas-là. Ils ont aussi capturé aussi kidnappé des gens dans les villes nouvellement conquises pour demander des rançons aux familles et en fait faire chanter les gens. Ils ont également, depuis le début de l'opération, tué 4 journalistes, 4 Kurdes, sur place et bombardé, comme je le disais tout à l'heure, de nombreuses zones urbaines où il y a de nombreux civils, comme des villes comme Kamicho, Derbalsiye, Derik, Kobané, Tel Abyad ou Sérékaniye. Voilà, avec un ciblage particulier, donc des populations kurdes et chrétiennes qui sont littéralement terrorisées. Il y a également un soupçon d'utilisation d'armes chimiques qui aurait été attesté par un certain Abbas Mansouran, un docteur suédois qui est un spécialiste, il me semble, des armes chimiques, ou du moins qui a une certaine expertise dans le domaine, et qui a dit depuis Assaké, après avoir étudié plusieurs victimes, qu'il y avait utilisation d'armes chimiques. Donc il y a des soupçons dans ce sens-là. D'ailleurs, des ONG comme l'OSSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, vont dans ce sens. Donc il y a cette question-là. Il y a aussi dans les différentes violations qu'a commis la Turquie. Actuellement, par exemple, le cessez-le-feu, moi je constate tous les jours sur le terrain qu'elle ne respecte pas le cessez-le-feu auquel elle s'était engagée, qu'il y a toujours des combats. Tous les jours, je vois des combattants ou des civils être enterrés dans les villes kurdes sur place. Mais ça s'arrête pas là. L'intervention turque a amené une recrudescence des attaques de Daesh de façon terrible dans la zone. Aujourd'hui, par exemple, il y a eu l'assassinat d'un prêtre arménien dans la région de Deir ez-Zor qui a été assassiné par des gens inconnus, très probablement Daesh. On estime que 48%, les attaques de Daesh au mois d'octobre ont augmenté de 48%, ce qui représente une augmentation considérable. Et ces 10 derniers jours, c'est-à-dire les 10 premiers jours de novembre,
il y a eu plus de 30 attaques, ce qui représente comparativement, rien qu'au début d'octobre, une augmentation de 300% si on compare les 10 premiers jours d'octobre à les 10 premiers jours de novembre. Donc une massification des attaques de Daesh qui deviennent de plus en plus inquiétantes. Il y a eu 3 voitures suicides aujourd'hui qui ont explosé à Kamishlo, pas loin où je me trouve. Donc un chaos généralisé en fait est en train d'être pratiqué avec cette intervention turque qui comme je le rappelle voilà a pour objectif un nettoyage ethnique de la zone des minorités qui ne correspondent pas, en particulier kurdes et chrétiennes. Après, je constate, pour donner des cas particuliers, par exemple, j'ai rencontré un enfant syrien qui est complètement traumatisé par les attaques turques et en fait les djihadistes, quand ils attaquent, ils mettent des prières dans les haut-parleurs et à chaque fois qu'il entend des prières, ou qu'il entend Allahu Akbar, il est terrorisé. Alors que bon, c'est un enfant musulman, donc c'est vraiment une organisation comme ça de la peur avec des gens qui sont complètement sous le choc de cette intervention qui fait des ravages. Voilà. Bon, je peux donc constater qu'il y a des attaques contre les civils, particulièrement dans l'objectif d'un nettoyage ethnique. Ça, c'est extrêmement clair depuis le début de cette intervention. Il y a aussi également, je voudrais souligner, des assassinats de civils spécifiquement, c'est-à-dire que notamment le cas le plus connu, c'est la coprésidente du Parti du Futur, Evrin Khalaf, qui a été sauvagement assassiné par les supplétifs de l'armée turque sur la route M4 suite justement à un déplacement dans le cadre de ses activités. Et cette personne, en fait, c'est d'autant plus honteux qu'elle s'est fait assassiner que les auteurs du meurtre se sont filmés en train de le faire et que la Turquie et la presse s'en est vantée en parlant d'opération réussie. Ce qui montre que dans ce cadre-là, on est bien l'armée turque, les autorités turques ont bien conscience de ce que font en fait leurs supplétifs qui littéralement massacrent à tout va, font fuir les populations, font en sorte qu'elles ne reviennent pas en répandant la terreur et qui derrière envoient sur place directement en fait d'autres familles pour les remplacer quoi. Je voudrais aussi insister que ces violations des droits de l'homme, qui sont assez innombrables, sont faites avec des armes venant et provenant des États-Unis, mais aussi de l'Europe. On a vu, par exemple, là, il y a eu des photos qui ont circulé avec des membres de Jaish al-Islam, l'armée de l'Islam, qui est une des organisations, enfin une des milices qui est au service de l'État turc. Ils étaient dans un char Léopard 2 allemand, en train de tirer sur les troupes kurdes quoi en face. Donc on a des milices. Cette milice, pour rappel, est connue pour avoir fait défiler des gens dans Alep dans des cages pour les humilier et montrer que donc c'est des techniques encore une fois de terreur qui réutilisent et c'est les mêmes groupes djihadistes qui aujourd'hui utilisent l'armement européen et couvert par l'aviation des F-16 principalement américains qui commettent ces crimes. En plus, comme je le rappelle au début, du fait qu'il y avait un engagement de la coalition internationale de protéger les Kurdes, dont de nombreux États européens font partie, et qu'aujourd'hui, bien qu'il y ait eu des réactions comme la suspension des ventes d'armes, ce que me disent les gens sur le terrain concrètement, c'est que l'Europe parle beaucoup, quoi, mais elle fait rien. Ça, c'est la sensation générale. Ils condamnent, mais dans le vide. Ça veut dire que ça a énormément dégradé l'image de l'Europe et que la peur aujourd'hui du nettoyage ethnique, c'est-à-dire que tous ils me disent voilà, même moi, ils me disent voilà, reste pas à part, comme l'ont fait d'ailleurs beaucoup de journalistes qui sont partis parce que les auto-administrations a fait un accord avec les troupes, avec le régime pour que les troupes viennent, mais pour le moment, elles ne contrôlent pas les civils. D'ailleurs, régime qui est très mal accepté par une partie de la population ici, qui a peur. Donc, c'est une situation extrêmement tendue où ils sont entre le marteau et l'enclume.
et qui en fait trahit les engagements qui ont été portés auprès d'eux, avec une situation humanitaire et des droits de l'homme qui est catastrophique. Et voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions ou si mon intervention vous convient, Raphaël, ou si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier. Merci Voilà. beaucoup. On va donner la parole aux deux autres intervenants.